Papa Noël, je dois t'avouer, 2015, on en a chié. Déjà que le monde n'arrête pas de tourner à l'envers, en plus notre passion nous a laissé définitivement tomber. Alors petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, pense bien à nous, parce que si l'année 2016 se passe comme l'année 2015, crois-moi que je t'attendrai l'année prochaine en bas de ma cheminée, que je t'attraperai pour te donner à manger aux ours de la forêt à gros coups de pompe dans le cul. Mais bon, à part ça, je t'aime bien, hein, Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, on va t'attraper. Yeah, you're all gonna be doing that. Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum, 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 et boum, boum. Et boum. Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum, pour le dernier boom de l'année et pour bien finir l'année en beauté dans le nouveau décor des chroniques de la piraterie, la boxe. Et oui, comme par habitude, on va faire le débrief de l'année 2019 de boxe. Est-ce que vous êtes prêts? Le pull de fin d'année est là, mes jets sont là, on est bon, on est bien, c'est parti, en revue avec vous mes pirates pour l'année 2019, une année exceptionnelle, mais on va reprendre par le début. Ce que je vous propose mes pirates, c'est de refaire l'année au souvenir, à l'impression, au ressenti. C'est le meilleur moyen de garder d'être au plus près de l'impact que cette année aura eu sur moi et certainement aura eu sur vous. Et donc, s'il y a des oublis, ne m'envoyez pas, mais voilà, on va le faire à la mémoire. Voilà, j'ai pris aucune note, mes pirates, et on va commencer tout de suite. Alors, on commence forcément par le mois de janvier 2019 qui, dans mon souvenir, est un mois qui débute tranquillement, notamment avec des soirées Top Rank ESPN et les soirées Top Rank ESPN. C'est sans pareil, c'est anti-casual à souhait, c'est parfois c'est fait sans des énormes noms de la boxe, mais c'est toujours des soirées compactes ou avec beaucoup de talent, avec beaucoup de combats intéressants, enfin avec de la sous-carte, bref, des soirées que j'adore depuis que Top Rank a signé son contrat avec ESPN, donc déjà en 2017. Ils sont qu'on aime ou qu'on n'aime pas Bob Arum, il faut lui reconnaître que ces soirées sont toujours d'une qualité certaine, où tu es sûr d'en avoir pour ton argent. Voilà, donc ça commence notamment avec une soirée à Verona dans l'État de New York, aux alentours du 18 janvier, un truc comme ça, avec une soirée de poids lourd, mais il y avait Shakur Stevenson encore en sous-carte, qui est encore impressionnant, et puis Oscar Rivas, de mon Colombien basé à Montréal, contre Brian Jennings. Voilà, un combat que vraiment tout était réuni pour moi, hein, tu vois ce que je veux dire, des deux côtés. Brian Jennings, boxeur que j'apprécie énormément, poids lourd que j'apprécie énormément, et qui va prendre une défaite presque inattendue, en tout cas sur le ring il y est pas. Cette salle est maudite pour lui. C'est là où il avait reçu aussi une grosse raclée d'Ortiz, le cubain. On parlera d'Ortiz aussi cette année, hein, bien sûr. Et Oscar Rivas qui lui aussi a du mal à rentrer dans le combat, mais qui va passer la seconde vers la fin du combat, 11e round, un gros KO qui marque le début d'année. Oscar Rivas qui par là même s'offre la possibilité de faire un énorme combat en juillet, dans les mois qui vont suivre, contre Dillian Whyte, de B-Sample. Dillian Whyte, c'est son nouveau surnom. Voilà mes pirates. Mais
le mois de janvier, on en parlait déjà dans le débrief de l'année 2018. Allez revoir ce débrief. Je vous dis, chaque année, je fais le débrief de l'année, seul ou accompagné. C'était en 2018, j'étais accompagné de Pirate, Pirate Samy, Pirate Bat, Pirate Clément. Et on avait fait déjà la petite preview d'un combat qui était juste annoncé à ce moment-là et qui m'intriguait profondément. C'était le retour de Manny Pacquiao, notamment aux États-Unis, après une sorte, non pas d'exil, je dirais un exil volontaire ou involontaire, où il avait fait reboxer aux Philippines et en Australie. Enfin bref, il avait passé quand même quelques temps en dehors des Philippines. Et puis l'annonce plus ou moins surprenante d'un Manny Pacquiao qui finit de travailler avec Top Rank, il avait son promoteur de toujours, Bob Arum, et qui passe dans le cheptel de PBC. Première nouvelle. Donc, signature de contrat PBC avec Manny Pacquiao. You had my curiosity. Très intrigué, bien sûr, tout de suite les rumeurs de combat avec Floyd Mayweather de revanche vont mon train. Mais pour commencer son contrat, il va avoir un combat en janvier. C'est la première grosse soirée box. Adrian Broner. Alors, voilà, que penser d'Adrian Broner? On est un peu perdu avec lui. Enfin, je pense qu'on est moins perdu que lui-même l'est. Mais bref, que penser à Adrian Broner qui finalement est devenu un gatekeeper, qui ne prend pas la boxe suffisamment au sérieux pour être un grand nom de ce sport, qui vit de ce sport, qui vivote de ce sport, qui monte sur le ring quand on a besoin d'argent. Ça paraît une évidence, il suffit de voir comment il ne s'entretient pas entre les combats pour avoir la preuve factuelle, empirique, je dirais, de son sens du professionnalisme, voilà. Ça se voit la grosseur de son bide. Mais donc, Adrian Broner qui arrive quand même pour le combat in shape, je pense que le plus dur à faire, c'est de se remettre in shape pour lui, ce qui fait qu'il ne peut pas, il fait la moitié de la préparation, quoi. Après, il préparer véritablement son adversaire, c'est pas vrai. Et Manny Pacquiao, on se demande, bon, il a fait un seul combat en 2018 et il avait mis KO Lucas Matisse dans une sorte de renouveau, on ne l'espérait même pas, aux Philippines. Alors, quel est-il en être? Je crois que c'était aux alentours du 20 janvier, quelque chose comme ça, à Las Vegas, au MGM, dans une grosse soirée avec Paduja qui malheureusement a une coupure frontale qui a marqué les esprits contre Marcus Brown, et surtout Nordine Oubaali qui gagne la ceinture contre Archie Warren en sous-carte de Manny Pacquiao. La grande classe, c'était la première grande soirée, grande classe, grand standing de l'année. Et Manny Pacquiao, qui malgré l'âge, va simplement montrer que there is level to this game, et que le sérieux est de son côté, et que rien qu'avec le sérieux, il domine, je dirais presque tranquillement, il domine un Adrian Broner qui fait mine de faire bonne figure. On en est là avec Adrian Broner, mais toujours est-il que Manny Pacquiao montre qu'il est toujours dynamique sur 12 rounds, montre que si tu veux t'en manger une, tu vas bien le sentir passer, qui est juste plus actif, bref, tout simplement le meilleur boxeur. Et victoire de Manny Pacquiao qui lui ouvre de très grands combats, et là on se dit quid de la continuité de sa carrière, avec forcément le cheptel de Alemon PBC chez les Walters qui est énorme. Quelle va être la future figure qu'il va prendre pour son futur combat? Voilà ce qui nous a intrigué au mois de janvier. Le mois de janvier, c'était ça qui m'a marqué. Aussi, je crois que c'est aussi au mois de janvier, on a ce que je considère être le meilleur boxeur, je dirais en termes de pureté, en termes de pure skills, en termes de juste boxeur. Franchement, il est énorme. Il vient de Nashville. Et c'est Caleb Plant. Caleb Plant qui, si je ne me trompe pas, début d'année, en janvier,
va avoir sa ceinture IBF contre Uziteki dans un très bon combat, mais surtout un combat à regarder pour tout amateur de boxe et tout étudiant de la Sweet Science. 6 premiers rounds, tu prends des notes. La fin du combat est un petit peu plus difficile, mais légère, parce que le foncier est là. Mais c'est juste magnifique à voir, les ouvertures, le coup d'œil, enfin, la précision des coups, les enchaînements. C'est juste magnifique dans une belle soirée boxe encore, avec Santa Cruz qui, lui aussi, fait l'un de ses 2 combats annuels. Hein, mais ce qui était intéressant, il va tomber sur un adversaire qui va tout donner et qui va lui proposer un bon combat, avec surtout une fin de combat, avec un moment iconique. D'ailleurs, je ne peux pas mettre les images, vous savez bien, sinon je me le fais péter. Iconique, où les deux se mettent d'accord pour se mettre plein la gueule, on oublie la garde, on baisse la garde, et à toi, à moi, bonhommerie à son maximum. Voilà, grande soirée boxe aussi, qui s'est faite, si je ne me trompe pas, qui s'est faite un dimanche à Los Angeles, au Nokia Theater, à noter. Voilà, pour ce début d'année. On continue toujours, on passe au mois de février. Janvier, février sont toujours des mois, traditionnellement, bien sûr. Ça peut changer d'une année à l'autre, mais traditionnellement, c'est des mois plutôt calmes. Ça s'explique notamment parce qu'aux États-Unis, il y a la fièvre de la NFL et des playoffs de l'année NFL qui s'accapare l'attention des fans de sport chaque week-end du début janvier jusqu'à à peu près la 2e ou 3e semaine de février. Donc c'est pour ça que avoir un espace, un écho médiatique dans ce moment-là est assez difficile. La NFL écrase tout. Mais février est quand même intéressant. 2 choses à noter. Une belle réunion boxe dans un endroit inusité, comme on dit au Québec. Un endroit inusité, Minneapolis, Minnesota, qui devient une place de boxe avec un endroit que je trouve magnifique. Allez y jeter un œil. L'Armory de Minneapolis, c'est-à-dire un ancien immeuble militaire réaménagé pour devenir une salle de spectacle. Enfin, je veux dire, voir un concert là-bas ou un combat, ça va être génial. Et il y a eu déjà plusieurs soirées. En 2018, il y avait eu des soirées boxe là-bas qui donnent un cachet, visuellement c'est très très beau, qui donne un cachet, donc c'est très intéressant. Des soirées PBC, c'est PBC qui voilà, et dans cette année 2019, il va y avoir plusieurs soirées à l'Armory de Minneapolis, et il y avait Dirrell contre le Turc qui avait perdu contre Eubank Junior quelques mois auparavant, quelques années, Yildirim, qui se fera prendre pour dopage quelques semaines plus tard, mais Anthony Dirrell qui récupère une ceinture. Voilà, et surtout Jamel James, un boxeur du Minnesota qui est très bien travaillé pour créer un public autour de lui local, un boxeur local qui fait un très beau combat. Enfin bref, belle soirée boxe, mais vraiment soirée boxe très spé, encore une fois, intéressante. Et voilà pour le mois de février. Ensuite, pour ce mois de février, l'autre chose qui me paraît importante, c'est le retour du Crusher. Pour la revanche contre Alvarez. Alvarez en 2018 avait fait le KO 2018. Voilà, il avait stoppé au 7e round le Crusher avec 3 knockdowns terribles qui normalement arrêteraient n'importe quelle carrière. Terrible. Voilà, le Crusher au plus bas. Et Sergey Kovalev qui revient, qui est renaissance, on va dire, ce soir-là. Ça se passe du côté de Dallas, dans la salle d'entraînement des Cowboys. On parle encore de football américain, dans la salle d'entraînement des Cowboys, où Errol Spence en 2018 avait fait aussi un combat là-bas. Et donc le Crusher qui se réinvente avec James Buddy McGirt James Buddy McGirt, qui lui aussi est une figure importante de l'année, qui réinvente sa boxe avec James Buddy McGirt, qui revient à l'essentiel, qui revient à ce on avait oublié de lui, c'est-à-dire un excellent jab, un des meilleurs jabs dans le circuit. On oublie très souvent. Et Kovalev va hotboxer
Alvarez. On ne l'attendait pas de cette façon-là. Il va jouer les 12 rounds, il va jouer la décision, mais c'est une décision claire, nette et précise, sans aucun appel, aucun problème pour dire qu'il a gagné le maximum de rounds. Voilà, de souvenirs, si j'en donne 2 Alvarez, 2 ou 3, voilà, 2 souvenirs. Mais vraiment, véritablement, on a affaire à un Kovalev réinventé qui reprend sa ceinture. WBO. Donc, renaissance comme quoi, toujours avoir du respect pour les vétérans, les cœurs de champion. Ne jamais sous-estimer un cœur de champion. Voilà pour le mois de février, dans mon souvenir. Ça commence tranquillement, comme je vous dis, mais là, on attaque les choses sérieuses. On passe au mois de mars avec une hype, avec un combat qu'on attend depuis décembre 2018. Et oui, c'est the truth, c'est la vérité. Contre Mickey Garcia, c'est Errol Spence contre Mickey Garcia, une sorte de dream match. Voilà, avec les écarts de poids, voilà, Mickey Garcia qui tente les halters, Mickey Garcia qui arrive à faire des yo-yo assez improbables en termes de poids, qui là va prendre une sorte de dream match, money fight, voilà. Et la hype était à son plus haut. Pourquoi ? Parce que Errol Spence est extrêmement bien travaillé. Tous les boxeurs du cheptel PBC ne sont pas travaillés comme lui, mais lui, Alemon, met les petits plats dans les grands pour lui et véritablement travaille fort pour créer avec Errol Spence un futur pay-per-view fighter. Ce qui manque terriblement à Alemon depuis que Mayweather n'est plus là, et je dirais ce qui manque terriblement à la boxe. Voilà, il reprend Manny Pacquiao, pas pour rien, c'est pour faire des pay-per-view, parce que avec il est dans une configuration économique qui impose qu'il fasse plusieurs pay-per-view par an, et donc il a signé Manny Pacquiao pour ça. Errol Spence est monté pour ça, il est très bien monté dans l'antre des Cowboys. On reparle de NFL, on reparle de football, on parle encore des Cowboys, on reparle de Dallas, dans le grand stade de AT&T Stadium. Attention, c'est la folie, quoi. C'est la grande classe. Alors il était pas rempli, mais ils ont tapé les 50 000 personnes. Je crois qu'ils ont tapé plus de 45 000, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment fort, ce qui montre quelque chose de Errol Spence Junior, un engouement qui prend. Voilà, un engouement qui prend. C'est très très dur, même aux États-Unis, de remplir des stades de boxe. On n'est plus dans les années magnifiques de Rocky Marciano quand il remplissait comme ça le Yankee Stadium. On n'est plus dans ces moments-là. C'est Mohamed Ali qui remplissait aussi le Yankee Stadium. Là, c'est beaucoup plus difficile, et qu'il réussisse à faire ça veut dire beaucoup. Donc, grosse soirée autour de Benavidez, si je me souviens aussi. Benavidez, excellent héros, et puis il revient bien, surtout que son Némésis Caleb Plant à la ceinture. Et franchement, Errol Spence contre Mickey Garcia, ça a été un des premiers grands combats de l'année, mais surtout ça a été à la fois une satisfaction du côté d'Errol Spence et une déception du côté de Mickey Garcia. Pourquoi ? Parce que Mickey Garcia a réussi à nous vendre l'argument que son IQ box, sa vision, il avait vu quelque chose chez Errol Spence et qu'il allait travailler là-dessus et qu'il avait la clé. Il avait trouvé la clé. C'était ça tout le discours. Le discours qu'il passait dans les médias, qu'il rabâchait dans les médias. Vous pouvez retrouver facilement les vidéos où il parle de ça, ce discours rabâché. Et donc on l'a pris au sérieux, parce que Mickey Garcia a quand même la cote chez les fans de boxe que nous sommes. Il a la carte du respect. Et donc on a pris pour argent comptant son discours. Mais force est de constater qu'il a oublié une chose, c'est que peut-être il a oublié que le pedigree box d'Errol Spence, le gros pedigree box d'Errol Spence, n'oublions pas olympien, non ? Voilà, alors Errol Spence a tellement une boxe dure et qui n'évite pas le combat.
c'est-à-dire son combat contre Kell Brook, la domination qu'il a contre Lamont Peterson, a fait qu'on a eu une image de lui, mais on a oublié quand même que c'était un très bon boxeur et qu'il pouvait boxer toute la soirée, qui il voulait. Et dans ce cas, c'était Mickey Garcia qui n'a rien pu faire. Et ça devient très dur en fin de combat. Franchement, son coin, c'est sa famille, c'est son frère, c'est le paternel qui est juste derrière, c'est le petit frère. Voilà, ils veulent l'arrêter. Première fois que le coin demande d'arrêter le combat. Et c'est Mickey Garcia, il faut lui reconnaître ça, qui au courage et à sa perte de coronesse finit le combat, mais en pleine souffrance, avec un Spence qui lui passe la seconde. Ça fait très mal. Les 2 derniers rounds les 3 derniers rounds font excessivement mal. Bref, grosse soirée pour Errol Spence. Et puis voilà, c'est la soirée d'Errol Spence dans son stade. Je me souviens encore d'une entrée dans le stade qui a marqué les esprits aussi. Voilà, on avait discuté entre pirates. Et donc, un de mes boxeurs préférés qui marque le coup, pas comme on le pensait, mais de son côté il marque le coup. Et puis grosse déception de Mickey Garcia qui vraiment va nous faire vivre un désenchantement par rapport à lui. Ça c'est le mois de mars. Amir Khan qui prend le défi de rencontrer Terence Crawford. Terence Crawford, vous le savez, autant j'aime Errol Spence Jr., autant j'adore Terence Crawford. Pour moi, c'est les deux. Je suis bouche bée face à ces deux boxeurs. Et Crawford, Amir Khan, respect, parce qu'il faut du courage pour prendre Terence Crawford, la témérité ou de l'inconscience. Et Amir Khan, on connaît ses qualités, mais on connaît aussi ses limites et non pas ses défauts, mais ses problèmes dont il n'est pas responsable. On n'est jamais responsable de son physique. Terence Crawford, il a besoin de la moitié d'un round pour avoir complètement calculé Amir Khan, et il a besoin d'un round pour lui faire mal, pour lui faire très mal. Le match est plié en un round. Le match est plié. Alors il va continuer plus longtemps. Chaque coup de Terence Crawford font extrêmement mal. Ça arrive, ça fait mal. C'est sans pitié. Et on a mal pour Amir Khan. On a mal qui va prendre un coup bas. Voilà. Un coup bas, mais vraiment sur le côté, pas au niveau de la coquille, mais vraiment sur le côté. Peut-être c'est ce qui pourrait être une sorte de béquille, si on peut dire. Et ça passe au 5e round, et je pense qu'il prend la porte de sortie pour arrêter un combat de façon qui tournait excessivement mal pour lui, et il prend une porte de sortie, et ça fait une mauvaise figure. Et en tout cas, dans la communauté boxe, il a aggravé son cas en faisant ça. Et on a eu surtout une conférence de presse d'après-combat qui est juste un sketch légendaire, avec Terence Crawford qui vient en même temps que Amir Khan répondre au public. Amir Khan qui essaie de s'expliquer, et t'as Terence Crawford qui fait « T'as abandonné ». Et là, on commence un sketch avec Amir Khan. « Non, j'ai pas abandonné. » « Si, t'as abandonné. » « Non, j'ai pas abandonné. » « Si, t'as abandonné. » « Non, j'ai pas abandonné. » Bref, à voir si vous voulez vous taper une barre de rire. Mais a-t-on vu peut-être la fin d'Amir Khan, et puis Amir Khan on se demande pourquoi il a pris Terence Crawford alors qu'il y a Kell Brook qui mendie pour avoir son combat contre lui. Ça reste incompréhensible. Tout ça reste incompréhensible. On arrive au mois d'avril. Voilà, alors une année, on est déjà en avril, mais je dis, bon, pour l'instant, c'est moyen. C'est moyen. Il y a bien sûr de la qualité. Chaque mois, il y a de la qualité, mais c'est moyen. On va passer ce qu'on pensait être l'affiche de l'année, quand c'était annoncé début janvier. Canelo contre Danny Jacobs, chez les moyens. Et là encore, pour une des plus
des grosses réunions de début d'année chez DAZN. Canelo qui va dérouler. Ce combat est extrêmement difficile puisque j'ai l'impression qu'il est perdu d'une certaine façon par Danny Jacobs, on connaît Jacobs, on est très très fan sur la page de Danny Jacobs, on est des gros supporters du Miracle Man devant l'Éternel. Mais il faut bien dire que le combat commence finalement tardivement. Danny Jacobs choisit de s'engager assez tardivement. Il y a un temps de latence de toute la première partie de combat qui donne l'avantage à Canelo, qui en plus Canelo est très très bien dans sa défensive, comme on dit au Québec, qui se sent très très bien, très confortable dans sa défensive et qui le montre. Très beau coup d'œil, très beau geste qui marque les esprits. Voilà, un Danny Jacobs qui va passer la seconde, mais véritablement trop tard, qui va proposer un combat trop tard, et il est trop tard. Canelo a déjà gagné. Finalement, Canelo a déjà gagné. Grosse frustration, quand même, on peut dire, parce qu'on avait sur papier un énorme combat sur papier, mais voilà, problème en boxe, sur le ring et sur le papier, c'est pas la même chose. Et Danny Jacobs, je trouve qu'il passe à côté, mais je pense que dans le futur, on en saura plus sur cette soirée, puisque à partir de là, il quitte son entraîneur de toujours, Daniel Rosier, et dans des très mauvais termes, ce qui ne leur ressemble pas à ces deux-là. Bref, une histoire qui sent pas bon. Il y a dû se passer des choses pendant cette semaine de combat, des choses que Danny Jacobs peut-être ne pardonnera pas, ou que Rosier ne pardonne pas. Bref, il s'est passé des choses, et que ces deux mecs qui sont des gentlemen en viennent à ne plus vouloir parler l'un de l'autre, ou s'ils en parlent avec des noms d'oiseaux, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Mais ça, maintenant c'est aux écrivains de boxe de faire le taf pour qu'on en sache un peu plus. Voilà. Donc, un peu de déception, mais là, attention, on va passer sur une autre affiche qu'on avait déjà sentie avec les pirates. Vous allez revoir les vidéos. Jarrett Hurd contre Julian Williams pour une unification des titres, enfin, pour les ceintures de Hurd en jeu. Julian Williams qui revient très très fort, et de combattants que j'admire énormément, que j'ai eu l'occasion de rencontrer par le passé. Et pour moi, c'était une affiche exceptionnelle, et ça a tenu toutes ses promesses. Ce combat, d'une part, énorme surprise, puisque Hurd va être dans le dur dès le deuxième round, mais surtout, nous avons là une démonstration technique et stratégique, un game plan mené à la perfection par Julian Williams. J'ai rarement vu, ces dernières années, un game plan, une boxe aussi bien amenée, une boxe à mi-distance, ou je dirais même à courte distance, une distance toujours tenue, mais qui a permis à Julian Williams de boxer extrêmement intelligemment à l'intérieur, dans les angles. Il est au-dessus, une démonstration de Julian Williams qui tout de suite on est obligé de le mettre number one des super Walter après une telle démonstration. Gros combat avec un Hurd. Hurd, tu peux lui dire ce que tu veux de Hurd, mais il a du cœur. Donc il essaye de revenir en fin de combat parce qu'il n'a plus que ça. Et donc ça donne un combat qui, moi, à la sortie du combat, vous vous souvenez dans mon débrief, pour moi, c'est le premier Fight of the Year candidate qu'on a. Et pour moi, si l'année devait s'arrêter là, c'est combat de l'année. Voilà, donc pour moi, je l'avais, mais heureusement, l'année va continuer, et elle continue au mois de mai. Le mois de mai, entre Jarrett Hurd et Williams, il y a aussi Bomb Squad, notre Deontay Wilder, adoré, chéri, qui arrive après son combat contre Tyson Fury, qui revient contre Brésil pour un grudge match. Les mecs se détestent. Brésil a été normalement préparé comme jamais. Il avait fait
On s'était entraîné notamment à San Francisco, il avait fait du sparring avec Tony Yoka. Voilà, il avait tout mis en place pour essayer de bien faire contre Deontay Wilder, mais voilà. Avec Deontay Wilder, il suffit d'un coup, et il faut vraiment pas faire d'erreur. Et ben ça se passe au premier round, plié au troisième échange du combat. Voilà. Brésil qui baisse la garde, qui baisse surtout son bras avant de façon inconsidérée quand t'as Wilder en face de toi. Wilder, il s'en laisse pas compter, enfin voilà, il se laisse pas prier. Hasta la vista, baby. La patate arrive comme il faut, en direct de l'Alabama, et le mec il l'allonge, il lui a pris son âme directement, bref. KO monstrueux, KO qui va faire beaucoup de bien à Deontay Wilder et à PBC, puisque même si le combat n'a pas été suivi par des millions et des millions et des millions de téléspectateurs en direct, ce coup va faire le tour des réseaux sociaux. Et Deontay Wilder a le talent qui matche bien avec les réseaux sociaux, je trouve, avec les KO qu'il met. Ça fait toujours un phénomène. La semaine qui suit, on a des phénomènes avec des mèmes qui se multiplient. Bref, voilà. Wilder Brésil, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut rien en dire, à part dire que Wilder est un puncher extraordinaire et que face aux grands noms et que face à la possible revanche contre Tyson Fury et tout ça, eh ben tu ne pourras jamais mettre une pièce contre lui, parce que rien qu'avec un coup, il allonge tout le monde, tout le règne animal, et il peut l'allonger avec un coup. Voilà ce qui se passe. Donc là, on parlait des poids lourds Wilder contre Brésil. Maintenant, il faut parler de l'autre nom. Eh ben non, on va pas avoir Edgy contre le Big Baby Miller. Pourquoi? Parce que Big Baby Miller s'est fait rattraper par la patrouille. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Multirécidiviste, n'oubliez jamais qu'il a fait une carrière pied-point chargée comme une vache transgénique peut être chargée dans des élevages industriels. Jarrell Miller, c'est une pharmacie ambulante, et le mec, en une semaine, se fait choper 3 fois un des contrôles antidopage avec 3 produits différents. C'est-à-dire que le mec fait des mélanges chimiquement nucléaires, je pense, avec de l'EPO, avec des doses de PO à faire rougir des cyclistes du Tour de France dans les années 90, avec bien sûr des stéroïdes, et avec un troisième produit dont j'ai oublié, mais bref, voilà, on va pas pleurer sur son sort, bien fait pour lui. On ne joue pas la boxe, et en plus quand on a des dopés comme ça, quand on se dit qu'avec ce mec, on a évité le pire plusieurs fois par le passé. Donc c'est très bien. Donc le mec est hors jeu, mais croyez-moi, il reviendra en 2020. La morale et la boxe, c'est pas le même monde. Il reviendra en 2020, croyez-moi, mais en tout cas, sa chance contre Edgy et les 6 millions plus les bonus, donc les 7 millions qui lui étaient promis, sous le nez, bien fait pour ta gueule. Mais donc, Edgy se retrouve sans adversaire, avec une grosse soirée au Madison Square Garden. C'est son entrée sur le territoire américain. Voilà, pour sa carrière, ça veut dire quand même quelque chose. Il l'a voulu le Madison Square Garden. Il a voulu se faire un combat là-bas en assistant à Canelo contre Rocky Fielding le décembre précédent, et ça l'a inspiré. Il a aimé l'atmosphère, il a aimé la place. Je le comprends bien. Et donc voilà. Alors il va lui falloir un nouvel adversaire. Et là, plusieurs noms arrivent. Bien sûr, Eddie Hearn a plusieurs noms. On a beaucoup parlé de Michael Hunter, mais Michael Hunter étant avec contrat avec Eddie Hearn n'a pas voulu se griller Michael Hunter. Donc il est allé chercher vers des promoteurs extérieurs. Il n'a pas fait de la cuisine interne. Et il s'est retourné vers PBC à Lemon, Sam Watson,
avec un boxeur qui, connu des vrais amateurs de boxe et du monde de la boxe comme un bon boxeur, mais dont on ne sait pas trop quoi penser, avec une mauvaise réputation, un peu lazy, si je puis dire, et qui revient après plus d'un an de hiatus, changement de promoteur, une défaite crève-cœur, enfin un vol crève-cœur contre Joseph Parker. C'est Andy Ruiz Jr. a sa chance, voilà. Il vient de recommencer à boxer, belle prestation contre Dimitrichenko, en sous-carte de Danny Garcia contre Granados, et donc quelques semaines plus tard, il n'a que 4 semaines de plus par rapport à ce combat pour se préparer pour Edgy. Mais en fait, c'est très bien que le mec reste dans le rythme, ça a été en fait une bénédiction. C'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Alors, vous pourrez regarder les vidéos du Captain qui ont précédé ce combat. Je n'osais pas y croire, mais on avait bien conscience que Andy Ruiz, en termes pugilistiques, pour un poids lourd, est de très haute volée. C'est un très bon pugiliste. Très très bon pugiliste. Son physique ne représente pas son talent. Voilà, ça on le savait. Mais après, contre Edgy, dans ces circonstances-là, voilà, on n'osait pas y croire, tout en se disant que moi personnellement, je préfère Andy Ruiz Jr. Je le trouvais intrinsèquement est meilleur que Jarrell Miller, pugilistiquement parlant. Donc ça, on avait conscience qu'on n'osait pas y croire. On n'osait pas y croire. Voilà, ça nous paraissait impensable. Et au combat qui m'a fait péter un boulard complet, j'ai retourné ma baraque devant mon écran. Finalement, ça arrive pas tant que ça. On garde de la boxe tous les week-ends, mais être debout, se mordre les doigts, se rouler par terre, sauter de joie, enfin bref, Andy Ruiz dans un combat exceptionnel qui va être aussi un des combats de l'année, qui sera certainement le combat de l'année chez les casuals. Un upset va avoir lieu après un knockdown terrible venu tout droit de l'enfer. Andy Ruiz se relève et l'impensable, le retournement complet de situation se passe dans le même round pour une victoire, une vraie victoire écrasante et perturbante d'ailleurs pour Edgy. Beaucoup d'histoires aussi dans cette soirée autour de Edgy. On a un peu oublié, mais il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses très très bizarroïdes. Edgy lui-même, quelques mois plus tard, dira que à la fin de sa carrière, il dira toute la vérité sur cette soirée du 1er juin à New York. On attend de l'écouter. Mais bref, l'upset est là, franchement, sans problème, on peut dire l'upset de la décennie. Et on peut dire aussi l'upset des années 2000, du nouveau siècle. Hein. Je pense qu'on peut le dire tranquillement parce que la secousse médiatique a été énorme. Et Edgy qui perd contre Andy Ruiz, ça a été la surprise de ce nouveau siècle et ça arrive le 1er juin. Ce qui fait que rien qu'avec ça, 2019 est déjà une année sans pareil et déjà une année marquante qui est distincte de beaucoup d'autres, qui restera dans les annales rien qu'avec cette soirée. Donc on passe totalement de calibre, de statut pour l'année 2019 de boxe qui maintenant va directement dans les livres d'histoire seulement avec cette soirée. Mais l'année sportive continue. Alors qu'est-ce qui va se passer après un tel upset? Parce qu'on est tous groggy, on est tous KO, on est tous surpris, mais surtout on est tous enthousiastes. Les fans de boxe restent enthousiastes par rapport à leur sport, mais tous les casuals, parce que ça a été le grand retour des casuals. Les casuals, et tu les entends beaucoup à peu près tous les 2 ans. C'était à cause de Mayweather et de ses méga fights contre Mayweather Pacquiao. On a entendu beaucoup de casuals. Mayweather McGregor, n'en parlons pas. Boum, Edgy et Ruiz, ah putain, ils sont de sortie.
les mecs se sentent obligés de parler boxe. Voilà. Les footeux, les journalistes sportifs, c'est-à-dire les journalistes de foot, hein. Je te parle pour la France. Hein. Tu dis journalistes sportifs, non, c'est des journalistes de foot. Voilà. Ou de NBA, tu vois. Il y a 2 catégories de journalistes, enfin de commentateurs sportifs, c'est ça. Donc ils se sentent investis d'une mission de parler de boxe. Et on en a eu des vertes et des pas mûres, notamment une émission sur Team 21, je dis pas le vrai blaze, mais Team 21 sur une émission de débat du soir, exceptionnelle, avec des mecs qui bluffent sur leur connaissance boxe. Voilà. J'ai tout fait pour retrouver ces images qui ont disparu de YouTube. Mes pirates étaient aussi sur le coup, on n'a pas réussi à les retrouver, mais c'était quelque chose, je vous le conseille si vous voulez saigner des oreilles. Voilà, donc il y a de l'envie de boxe à fond à partir de là pour la fin de l'année. C'est extrêmement bon signe. Extrêmement bon signe. Comment va se passer le reste de l'année? Alors on continue tout de suite. On continue avec une date historique pour la page. Une date historique pour le Captain. Voilà. Alors peut-être vous avez complètement oublié, chez Jermel Charlot contre Kota, c'est un dimanche, le 23 juin. Voilà. Et le 23 juin, voilà, naissance du mini-Captain, date d'anniversaire du Captain, on a fait ça, on a regroupé ça ensemble. Franchement, ce combat, Charlot Kota, restera dans ma mémoire pour toujours, puisqu'il arrive à une journée exceptionnelle dans ma vie. Tu vois, 23 juin maintenant, t'as mini-Captain, Captain, Zinedine Zidane. Voilà, dans l'ordre. Zinedine, c'est quand tu veux. Voilà, peut-être bienvenue. Mais non, c'est toi le premier, Zinedine, bien sûr. Bref, beaucoup d'émotions pour ce mois de juin. Voilà, on était en pleine émotion. Un été chargé pour moi, mais un été chargé aussi en boxe. Mais un été, on va passer au mois de juillet, qui normalement était véritablement se concentrer tel un entonnoir vers une date, le 20 juillet, avec le retour de Manny Pacquiao, encore une fois à Las Vegas, encore une fois au MGM, contre Keith Thurman. Voilà. Ça, c'était l'affiche de l'été. L'affiche de l'été. Mais j'aimerais vous parler d'un combat qui est passé, je pense, inaperçu en France, mais encore une fois, qui va se passer au Minnesota, à l'Armory de Minneapolis, ce superbe endroit, avec Jamal James contre Antonio DeMarco. Ce combat est passé inaperçu. Ce combat est extraordinaire. Très très gros combat encore dans cette salle. Voilà, je vous dis, cette salle est en train de devenir un endroit de boxe. Et 2019 est l'éclosion de l'Armory aussi. Et Jamal James DeMarco à voir absolument. Une fin de combat vraiment tonitruante. Un DeMarco qui est un vétéran maintenant, qui donne tout contre un Jamal James qui lui veut prouver encore une fois devant son public qu'il passe des paliers. Très très beau combat, vraiment très très beau combat qui franchement rentre dans la liste des Fight of the Year Candidates de 2019. Bien sûr, on n'y pensera pas, mais je vous conseille de rejeter un œil sur ce combat. C'était exceptionnel et c'est arrivé une semaine avant le gros combat de l'été. Pacquiao, Thurman. Laissez-moi vous dire, mes pirates, que d'une part j'étais assez fier de moi, si je puis dire, d'avoir pronostiqué. J'avais fait une vidéo pronostic 1 mois et demi avant, plusieurs semaines auparavant, où j'avais plus ou moins vu juste sur le combat, et surtout sur le fait que ce combat, il arrivait vraiment au mauvais moment pour qui, pas pour Manny Pacquiao, mais pour Keith Thurman. Keith Thurman n'était pas ne pouvait pas être dans la meilleure disposition pour combattre Manny Pacquiao, et ce Manny Pacquiao là, un Manny Pacquiao sérieux qui est dans un plan de carrière, plutôt de continuation de carrière, de sauvetage de légende,
enfin bref, qui est extrêmement sérieux, il faut bien le dire, qui a montré déjà de belles choses contre Adrien Bonner. Mais là, Manny Pacquiao contre Kieferman, ça va être finalement un excellentissime combat, encore une fois, que l'on doit mettre dans cette liste qui va devenir de plus en plus longue, mes pirates, à partir de maintenant, ça va être de plus en plus long. La liste des Fight of the Year candidats va être de plus en plus longue. Et Manny Pacquiao contre Kieferman n'y déroge pas. Elle rentre dans cette liste prestigieuse avec un Manny Pacquiao qui, dès le début, montre de quel bois il se chauffe et surtout montre à Foreman ce qu'il va devoir affronter. Premier round, premier knockdown, enfin le seul knockdown du combat, qui surprend effectivement Kieferman, mais parce qu'il a laissé la porte pour être surpris. Voilà, d'une part, et Kieferman qui va donc tirer de l'arrière, comme on dit au hockey, dès le début, et Manny Pacquiao qui va garder un excellentissime rythme et va se créer un combat où les deux, je pense, avaient tellement à perdre, surtout dans l'esprit de Kieferman, voilà, que Kieferman va être généreux, va tenter, mais je pense qu'il y a une limite technique à Kieferman, notamment affronter un southpaw, c'était pas simple. Je pense que affronter en janvier pour son retour, j'ai oublié son nom, le boxeur américain et mexicain qui lui a passé un gros bouillon, il est passé à 2 doigts de la correctionnelle. C'était pas la meilleure façon de préparer Manny Pacquiao, et il va proposer parce que lui aussi en fait il doit tout donner pour ne pas tout perdre, et donc va avoir un combat, notamment dans les rounds du milieu du combat. Je trouve un combat exceptionnel, et moi dans mon esprit, dans mon souvenir, un 7e round qui me laisse encore des frissons, puisque Kieferman va tenter de répondre à tout ce que Manny Pacquiao fait, et va tenter d'essayer d'imposer quelque chose, de changer la donne, de changer le cours du combat. Voilà, il va essayer de s'imposer, ce qui va donner un round très dur, et c'est le genre de round, je dis, celui qui sort le plus frais de ce round gagne le combat, et celui qui est sorti le plus frais de ce round, c'était Manny Pacquiao, et le reste du combat va aller pour lui. Voilà, très beau combat. Alors quid de Kieferman après ça? Franchement, je ne sais pas ce qui va advenir de la carrière de Kieferman. Il aura essayé de tenter, en sachant très bien qu'il jouait gros, mais peut-on refuser le money fight? Peut-on refuser le combat contre Manny Pacquiao? Bien sûr que non, on le prend. Il l'a pris à je pense, un très mauvais moment de sa vie, de sa carrière, de son physique, de son corps. Manny Pacquiao fait une démonstration, en fait un gros combat, et dominant dans un gros combat, dans un combat dur. Et ça, c'est très impressionnant. À 40 ans, ça, c'est très impressionnant, parce que Kieferman a tout donné, et les quelques droites qui sont passées, je pense que beaucoup auraient été allongés. Pas Manny Pacquiao. Montre-moi ce que tu sais faire. T'appelles ça cogner? Extraordinaire de voir ce vétéran, cette légende absolue, qui forcément remonte dans le panthéon d'une certaine façon. Il y avait eu un désamour total envers Manny Pacquiao après Mayweather. Le fiasco Mayweather-Pacquiao avait créé un désamour total, alors qu'il était encore compétitif dans ses combats suivants, alors qu'il tentait encore des choses, mais c'est passé quelque chose. Mais alors là, ce soir-là, il a imposé au monde de la boxe, au monde des sportifs, au monde des commentateurs, imposé le respect. Tu te dois de courber l'échine et de montrer ton respect face à la légende Manny Pacquiao après un tel combat, une telle soirée, une très belle soirée. Le 20 janvier a été une très belle soirée boxe. Voilà, on se dit que voilà,
on va avoir un peu de repos cet été. Ça va un peu diminuer en attendant la rentrée, mais quand même. Autre pépite qui pour moi va aussi dans cette liste qui va devenir interminable des Fight of the Year candidates, des candidats au combat de l'année. Cette liste va devenir interminable, un combat poids lourd qui véritablement vaut son pesant de cacahuètes. Konaki qui était pressenti peut-être pour affronter Eiji, mais qui a été évincé de la liste, on se demande pourquoi, contre Areola, le vétéran Chris Areola. Un combat exceptionnel parce que, encore une fois, histoire de vétérans, histoire de mecs qui veulent montrer qu'ils ont encore quelque chose, encore du cœur. Nowaki qui lui est le challenger officiel de WBC avec ce combat, ou même avant ce combat, mais qui a gardé son statut. Combat de poids lourd à l'ancienne. D'ailleurs leur physique, c'est un peu des physiques à l'ancienne. Encore une fois, un peu comme Andy Ruiz, ça ne dit en rien de leur talent. Voilà. Il n'y a que les casuals qui peuvent se foutre de leur gueule. Mais ça a été un très très beau combat. Je vous conseille de le voir. Konaki, Areola, ils ont envoyé un nombre de coups hallucinants. Areola qui se blesse. Il y a du drame. Il y a quelque chose de cinématographique dans ce combat aussi pour des poids lourds. À voir, si vous êtes fan de poids lourds, de vrais combats poids lourds, c'est absolument à voir. Et soirée incroyable avec Jean-Pascal. Là encore, je suis assez fier de moi puisque j'avais senti le coup et j'avais fait on peut dire un documentaire, une émission spéciale de plus d'1 heure sur la carrière de Jean-Pascal. Et Jean-Pascal, tel un phénix, qui renaît de ses cendres et qui va chercher la victoire contre Marcus Browne. Marcus Browne qui était si impressionnant en janvier dernier contre Badou Jack. Et bref, superbe soirée de boxe, un peu inattendue. Ça s'est passé le 3 août. C'est passé entre les mailles du filet de beaucoup. Mais je vous conseille de vous repencher là-dessus pour le renouveau de Jean-Pascal, pour ce combat poids lourd. Le 3 août, c'était une belle soirée boxe avec encore un combat qui rentre dans notre liste des Fight of the Year. L'année, en quelques mois, en quelques semaines, l'année est passée d'un statut de marquant à un statut qui devient plus qu'intéressant. Voilà, on va finir le mois d'août avec un combat exceptionnel. Exceptionnel. N'oubliez pas le 24 août et Kovalev contre Yard. Ça a été un grand moment de boxe. C'était un grand moment qui nous rappelle que la boxe est extrêmement dure, extrêmement violente et que nous regardons une activité qui peut aller très loin dans le danger. Et en parlant de danger, n'oubliez pas aussi au mois d'août, on va faire une aparté, mais pensons à lui. Pensons à lui. On va penser à Maxime Dadachev va perdre la vie dans un combat dur, dans une soirée top rank. On est sur la côte est, en dessous de Washington. C'est un combat dur où il prend beaucoup trop de power shot pleine puissance, qu'il ne veut pas abandonner. Et là, on est dans quelque chose de dramatique, puisque je dirais que le sort s'acharne. James Buddy McGirt est dans son coin. Il l'implore d'arrêter le combat. Il lui dit faut arrêter le combat. Et Maxime, qui finalement veut avoir le dernier mot, veut continuer. Et il va aller il ira jusqu'à la perdition. Il va mourir quelques heures plus tard des coups subis pendant ce combat, un combat qui était devenu complètement déséquilibré. Et donc, encore une fois, l'année boxe a aussi été émaillée de tragédies, plus que des accidents. Et donc, on est avec
Maxime Dadachev, on est dans cet esprit-là, et donc on va voir Kovalev-Yard aussi, peut-être en étant marqué par ça, et Kovalev-Yard a été un combat mi-lourd, d'une dureté folle. Yard est un prospect, et Yard est un prospect plus que jeune, j'ai envie de dire. Et il a très très peu de combats professionnels, amateurs. Genre, il en a entre 10 et 15, je vous parle de mémoire. Ce qui est rien à ce niveau-là. Et là, il a aussi, même pas une vingtaine de combats pro. Donc, en gros, je me trompe peut-être, mais je crois en faisant les calculs, je crois qu'on arrivait à 45 montées sur le ring, amateurs, professionnels compris. C'est-à-dire que, comparé avec la carrière du crocheur, c'est rien du tout. En termes d'expérience, en termes de vécu, rien du tout. Donc le mec allait prendre un futur Hall of Famer, un combattant dur, chez lui en Russie, avec ses qualités, avec ses défauts. Il y a eu des défauts techniques, on a vu le shoulder roll, c'est une technique extrêmement à double face, qui peut beaucoup t'aider, mais qui peut beaucoup aussi te faire mal quand elle n'est pas utilisée de la meilleure des façons, mais pour l'utiliser de la meilleure façon, il faut l'apprendre dès le biberon, cette technique. Donc c'est un petit peu le problème de Anthony Yarde, qui est combat dur, mais Anthony Yarde, qui va trouver l'ouverture où? L'ouverture au corps contre Kovalev, comme d'habitude. Et donc, on est sur un combat d'une dureté folle. Yarde est à ça de devenir champion du monde. Est à ça de mettre KO le crocheur. Ça se joue à rien. Et un round plus tard, le crocheur qui reprend ses esprits, qui reboxe, qui refait mal avec son jab, qui empêche Yarde de s'exprimer au corps. Voilà. Et Yarde qui laisse passer l'occasion. Et ça va se retourner contre lui. Et ça va être extrêmement dur. Yarde qui, à mes yeux, aurait dû lui aussi se faire arrêter par son coin. Et qui va se manger un KO. Alors j'espère que ça ne va pas déstructurer sa carrière. Mais on a eu un combat d'une sauvagerie, d'une dureté à ne pas oublier. Voilà. Et là, mes pirates, on va rentrer ensemble dans de la grande qualité pendant plusieurs semaines. Voilà. On va notamment la semaine qui suit, on a Lomachenko contre Campbell dans un beau combat encore de boxe. Lomachenko, l'intérêt c'était de voir une légende, un futur Hall of Famer, une future légende absolue, un des meilleurs gauchers, mais n'oubliez pas, il y a aussi peut-être le plus grand gaucher de tous les temps qui nous a quitté en 2019. C'est lui, Pernell Whitaker, qui est en discussion pour le meilleur boxeur de tous les temps, à mes yeux. Mais Lomachenko, voilà, qui vient en Europe, donc et on a eu des pirates Clément, Pirate Jérémy, qui sont allés sur place pour voir, parce que c'était indispensable pour eux de voir cette légende absolue du sport. Dans un gros combat, Campbell a essayé, à tout tenter et a craqué, comme d'habitude, a craqué en fin de round, a véritablement craqué. Lomachenko qui, en poids léger, on se demande si c'est vraiment sa catégorie naturelle, je pense que c'est plus un super plume, et lui-même le dit, mais qui arrive toujours à faire craquer ses adversaires en fin de round. Enfin bref, un très beau combat de boxe, et on va continuer avec une soirée boxe qu'on n'attendait pas avec impatience. On se demandait ce que ça valait, mais Tyson Fury, le deuxième combat d'après Wilder de Tyson Fury contre Otto Wallin, a été incroyable. Alors déjà, on a fait une émission avec mon ami Vincent de Boxington Québec qui était venu à la maison. On vous avait fait 2h40 de live pour vous faire vivre ce combat en direct. Allez revoir cette émission.
L'énergie est toujours là, on a tellement déconné, je pense que vous passerez encore un bon moment si vous ne l'avez toujours pas vu. Mais combat beaucoup plus difficile qu'on le croyait pour Tyson Fury, contre un Otto Wallin qui était dans une disposition mentale où il voulait tout donner, que ça soit propre, que ça soit dirty, que tout donner. Je pense qu'il aurait donné sa vie pour sa chance, et donc Tyson Fury est dans le dur, et Tyson Fury se fait couper une énorme coupure qui va, je pense, lui poser problème pour la suite de sa carrière. Tyson Fury dans le dur, qui doit gérer, qui doit boxer intelligemment, qui doit aller au corps, qui doit essayer de casser le momentum d'Otto Wallin. Bref, combat compliqué. Bref, il a perdu des plumes. On ne s'y attendait pas, mais Tyson Fury on a vécu une soirée où Tyson Fury a perdu des plumes. Voilà ce qu'il fallait dire de cette soirée. Il ne faut pas l'oublier, parce que c'est aussi, ça vous montre tout. Ça vous montre que malgré ce qu'on pense, un combat n'est jamais fait, que même ce qui apparaît comme des mismatchs peuvent se retourner contre vous. La preuve pour Edgy, la preuve pour Tyson Fury, qui est passé à 2 doigts de la correctionnelle, et aussi le leurre de Tyson Fury, qui ne peut pas, à la différence de Wilder, finir par un KO. Il ne peut pas finir ses adversaires. Il y a finalement un ratio KO assez pauvre pour un poids lourd, et donc un combat qui normalement devait être un turn-up fight, mais qui s'avère être problématique, et qui posera plus de problèmes qu'on ne le croit pour Tyson Fury. Bref, on continue. Et on va continuer ce mois de septembre avec une affiche dont personne n'a parlé, mais que je tiens, moi, à dire. Mes pirates, encore à l'armorerie de Minneapolis, encore. Peter Quinn contre Alfredo Angulo. Superbe combat de 2 vétérans qui étaient en mode sauvetage de carrière. Je ne sais même pas si Alfredo Angulo était dans cet état d'esprit-là. Mais en tout cas, il a marché sur Peter Quinn. Peter Quinn, qui était si haut il y a quelques années de cela, 7-8 ans. Hassan N'Dam s'en souvient bien. Mais ce combat est à voir comme une sorte de cri dans la nuit, de cri du cœur d'un sportif, Alfredo Angulo, qui dit « Je suis encore là, j'existe, je vaux quelque chose. Je ne suis pas un gatekeeper, je ne suis pas devenu un sac de frappe pour futur star de la boxe. » Alfredo Angulo, que j'avais croisé dans sa défaite contre Sergio Mora, qui m'était apparu marqué, mais qui m'était apparu aussi comme quelqu'un de très en retrait, très, très digne, qui se comportait avec beaucoup de dignité. Mais là, je trouve, c'est extrêmement inspirant. Pour moi, ça a été une des soirées très inspirantes de cette année. Elle est passée encore une fois entre les mailles du filet des grands médias, mais ce que fait Angulo contre Peter Quinn, et quelque part, Angulo termine la carrière de Quinn. Après un tel combat, qu'est-ce qu'il peut prétendre Quinn? Il a montré beaucoup trop de limites, et Angulo a l'envie, juste à la rage, à l'envie d'exister encore. L'envie d'exister encore sur le ring. Et ça, pour moi, c'est d'une inspiration totale. Alors oui, c'était un combat de vétérans, oui, ça restera pas dans les annales, quoique très beau combat, très intéressant à suivre en tout cas, mais très inspirant. Voilà, toujours, entre des grandes dates, avant ou après, il y a toujours quelque chose qui se passe. Et la grande date de septembre arrive. Continuons notre liste interminable des Fight of the Year candidates. Continuons. Spence Jr. Comporter a été exceptionnel.
exceptionnelle, de dureté exceptionnelle, avec des mecs prêts au combat, en accord sur le combat. Porter qui a été surprenant, qui a été extrêmement bon. Spence qui était, je pense, qui a réussi à dominer les débats, mais les mecs se sont mis dans le dur et sont allés se chercher avec un adage que les Anglais, qui presque intraduisible, dig deep. Creuse profond ton adversaire, creuse-le profond. Si il y a un combat pour te représenter ce que veut dire cet adage, dig deep, Spence Junior contre Porter. Hallucinant. Tu ne peux être que bouche bée face au défi physique que l'un l'autre se sont relevés. C'est très fort. Là, on est dans de la bonhommerie. On est chez les bonhommes, là. On est chez les bonhommes et il y en a peu qui peuvent soutenir 12 rounds comme ça. Quel combat! Et là encore, on a un combat de l'année 2019 devient exceptionnel. Allez revoir Spence contre Porter. Alors Spence, quelques semaines plus tard, va complètement dérailler. Accident de voiture qui, à mon avis, va dérégler sa carrière. Il était parti pour faire un combat contre Manny Pacquiao. On sait plus que partie remise là. Et c'est très dommage, mais un Spence qui, je pense, n'a pas compris le statut que Alemán veut faire de lui, et qui ne sait pas comporter de façon professionnelle, qui aime se mettre des mines. Il va falloir prendre en grosse maturité parce qu'il y a eu un miracle. Parce qu'on aurait dû avoir un autre mort dans le monde de la boxe cette année. Et c'est un miracle que ce mec soit encore vivant quand tu vois l'accident, parce qu'il a été filmé dans le monde moderne. Mais bref, pour revenir à ce combat, et puis Sean Porter, que tu aimes ou que tu aimes pas son style, Sean Porter, il faut se le taper. Et oui, moi je milite pour un Crawford. En attendant le Spence Crawford, qui à mon avis va mettre encore du temps, en attendant, militons pour Crawford Porter. Parce que aussi comme Porter, l'un des rares qui peut faire quelque chose, l'un des rares qui peut faire quelque chose, c'est Sean Porter. Exceptionnel. C'est de la dinguerie, et on est bien peu de choses à la vue de ce combat. Pour moi, bien peu de choses, je me dis, physiquement, voilà. Moi, j'aurais pas... Comment ces mecs n'ont pas gerbé tout leur trip sur le ring à s'être mis autant de coups au corps. Dig deep. J'adore cet adage et voilà, on a le combat référence pour ça. Voilà. Combat de l'année, peut-être. Semaine qui suit, semaine suivante, on continue. Avec le retour de Golovkin qui était revenu en mai dans un petit combat, qui revient contre Derevyanchenko qui au Minnesota en février a eu un combat difficile pour être le challenger officiel à l'Armory du Minnesota, encore une fois. Et donc on se disait bon, avantage Golovkin quoi qu'il en soit et tout. Et non, et il se passe un combat encore une fois exceptionnel. Derevyanchenko qui donne tout, qui pose des problèmes et qui nous montre, on voit ce soir-là, peut-être la chute progressive physique et pugilistique d'une légende, Triple G. Triple G qui recule, Triple G qui se fait mettre dans les cordes, Triple G qui se fait couper le ring. Hallucination totale du Captain. Et d'ailleurs j'ai fait un débrief. Le débrief qui a suivi, je pensais rentrer dans la légende de la piraterie de la boxe, parce que c'était un de mes pétages de plomb, c'était le deuxième gros pétage de plomb de l'année du Captain. Il y en a qui hallucinent toujours sur mes pétages de plomb. Bon, allez voir la vidéo, elles vont son pesant de cacahuètes, mais encore une fois, surprise totale, Golovkin, parce qu'on est des fans de Golovkin, comprenez bien. Et ici on est des fans de Golovkin. Et moi je vois Derevyanchenko gagner ce combat. Voilà, je pense qu'il s'est fait carotter. Et Triple G
À la vue de ce combat, tu te dis, où est-ce que ça va là? Où est-ce que ça va? Parce que là, contre Canelo, ça part pas avec le maximum de confiance. Bref, je pense que Triple G, avec son statut de star, et parfois c'est mérité, parfois ton statut de star te permet de passer entre les mailles d'une défaite. Voilà, chaque grande star a ça. Voilà, j'ai rien contre, mais je pense qu'il faut le reconnaître que ce soir-là, c'était un soir vraiment sans pour Triple G. Alors, l'avenir nous dira, est-ce que c'est le début de la fin de Triple G ou est-ce que c'était un soir sans? On verra dans le futur, mais encore une fois, on a un nouveau combat à mettre dans la liste des combats de l'année. Ça s'accumule. On va vivre une période septembre, octobre, novembre. On va vivre une période combat sur combat à mettre dans la liste. Alors tout de suite, on enchaîne avec le combat d'octobre. Progrès contre Taylor pour la finale du tournoi du Mohamed Ali Trophy. On le savait, sur le papier, c'était excellentissime combat, sur le papier. Mais entre le ring et le papier, il y a toujours un écart. Mais là, c'est toujours génial de voir que ce qu'on a vu sur le papier est en corrélation avec ce qu'on voit sur le ring. Et ça a été le cas. Gaucher contre gaucher, Southpaw contre Southpaw. Il est où mon Southpaw? Il est là mon Southpaw. Southpaw contre Southpaw. Donc ça s'annule. Et ben, encore une fois, pour ce qui va devenir l'un des adages de l'année, dig deep. Les mecs sont allés se chercher physiquement, défi physique, mi-distance, voire entre mi-distance et courte distance, continuelle, et ils sont allés se chercher au corps, voilà, à l'ancienne, dig deep, les deux, dans un combat extrêmement serré. Taylor, je pense, a la décision maison pour lui, mais il n'y a aucun scandale. Il a la victoire. Mais c'était serré. C'était véritablement serré. Ça aurait pu être aussi un match nul. Ça aurait pu franchement être un match nul, mais dinguerie totale. On est encore sur de la dinguerie totale. Dans l'esprit, Porter contre Spence. Juste incroyable d'avoir une accumulation de tels combats. Grand combat qui peut-être dans les esprits est déjà oublié ce combat. Mais n'oubliez pas ce combat, il est génialissime, il est à voir. Et encore une fois, le défi physique, jusqu'où ces mecs sont prêts à aller, dans quel recoin, dans quelle zone dangereuse ils vont. Tu ne peux avoir que du respect. Et encore un grand combat. Et on est fin octobre. Et on va passer à la grosse affiche de Las Vegas. On passe en mois de novembre. Canelo Kovalev. Une sorte de dream match avec Canelo qui monte de catégorie, qui va chez les mi-lourds pour un nouveau défi contre Kovalev qui était tellement dans le dur contre Yard quelques semaines auparavant, moins de 8, il a eu entre 6 et 7 semaines pour se préparer son combat, et donc on se dit, bon, sur papier, deux futurs Hall of Famer, t'es obligé de mettre ton attention là-dessus. Et dans un combat où Kovalev a essayé de refaire une redite de ce qu'il a fait contre Alvarez, mais pas Saul Alvarez, mais Eleider Alvarez en février dernier, comme je vous en parlais, il va, je pense, je vais pas dire gérer, mais il va dominer les débats contre Canelo. Mais Canelo, chaque remise, Canelo va plus jouer sur la remise, les coups lourds en remise, et ça marche très fort.
Ses désaxements en restant en face de toi sont quand même extraordinaires et ça marche très fort et ça marque. On sait que Kovalev est vite marqué au corps et c'est encore le cas. Avec un Canelo, je pense, qui a joué la patience, qu'il le sentait, qu'il avait Kovalev au bout des poings. C'est vraiment l'impression que ça me donne. Il joue la patience et dans les 2 derniers rounds, et ça se passe au 11e, KO, j'ai envie de dire KO définitif, qui normalement sonne le glas pour Kovalev, parce que c'est un KO qui fait mal et qui fait peur. Voilà, un Kovalev qui a fait des belles choses, qui a tenté, mais qui, quand c'était le moment de résister, de prendre les coups durs, a, je pense, mal géré. On voit dans les milieux de rounds, dans les rounds de milieu de combat, on voit que Canelo, dans ses remises au corps, fait mal, et qu'il gère, et qu'il joue la patience, et que ça marche très bien. En tout cas, bien fait, mais on se dit, c'est pas un combat qu'on attendait tant que ça. On l'a quand même eu, on l'a quand même pris comme il fallait. Mais quid de la carrière de Canelo maintenant? Où est-ce que ça s'en va? En sachant que il y a Triple G, mais qu'ils se détestent tellement qu'ils veulent plus faire de business ensemble. Voilà, donc il y a un Canelo qui veut repartir chez les super moyens, si j'ai bien compris. Voilà. Donc une prise de ceinture, mais comme ça, pour dire d'avoir été champion chez les mi-lourds. Voilà, dans plusieurs catégories. Il accentue sa légende, mais une légende qui, on le comprend, est formatée, une légende tout en sécurité, une légende. Il va manquer à Canelo, bientôt il va manquer le risque. Le facteur risque, et ce facteur risque, c'est quand même le facteur qui fait que les fans de boxe te font allégeance et te donnent leur respect éternel. Et ça commence à manquer. Et on voit commencer une disgrâce contre Canelo. Bon, il y a quand même pas mal de dossiers sur le cas Canelo depuis un moment, mais qui commence à tomber en disgrâce chez beaucoup de fans qui le supportaient coûte que coûte il y a encore quelques mois de cela. Donc voilà, mais combat, encore une fois, à voir, mais pirate. Alors là, on est au mois de novembre, mais le combat du mois de novembre, c'est pas ça. Ça va se passer dans les petites catégories. Attention, on va reprendre notre liste des combats de l'année, mais on va pas le mettre en bas de la liste. On va le mettre tout en haut de la liste. Inoue Donaire. Bon bah. Il n'y a pas de mots. Tu regardes ce putain de combat, tu fermes ta gueule et tu fais allégeance. Tu fais allégeance à deux monstres. Deux monstres, d'ailleurs, le Monster Inoue contre Donaire. Exceptionnel. Et je pense que ce combat, il y a tout. On a eu un pirate Salim, qui allait sur place. Lui, il avait vraiment senti le coup, il avait vraiment bien senti le coup. Il est très très fan d'Inoue. Et il a senti le coup, il allait directement le voir. Voilà. C'est pas que t'es dans un combat de l'année. C'est que t'es dans un combat de légende. Et que ça restera dans la légende. Et que si la légende reste encore logique, ce combat restera pour des décennies et des décennies normalement dans la mémoire collective des fans hardcore de boxe. Non, je ne parle pas du casu. Mais merci Nonito. Merci Nonito. Parce que ce combat ne pouvait être que légendaire que si Donaire venait pas pour le chèque, venait pas pour faire semblant de faire bonne figure, mais venait pour faire véritablement bonne figure. Et c'est ce qu'il a fait. Il a tout tenté, il a géré. Il a joué le monster. Le mec est un des boxeurs les plus monstrueux qu'on puisse voir ces 10 dernières années. Qui est juste terrifiant. Et il va lui amener un combat dur, où Inoue va devoir montrer sa classe pugilistique pour gérer. Inoue va finir avec un nez cassé et un os orbital cassé. C'est pas rien. Voilà, et c'est lui qui va aller dans des zones dangereuses. Et en étant dans une zone dangereuse, il va quand même
réussir à mener le combat. Et à un 11e round exceptionnel où il va mettre Nonito à terre avec un coup au corps. Dig deep, encore une fois. Dig deep. Les coups encore ont été le sujet de l'année. Et Nonito Donaire nous a fait une Arturo Gatti. Tout simplement, une Arturo Gatti. Et il en fallait en avoir dans le pantalon, dans le short. Il fallait en avoir pour finir ce combat. Bref. La World's Boxing Super Series a été bénie des dieux de la boxe. Combien de combats de grande qualité, voire de légende, ont eu lieu dans cette organisation? Juste incroyable. Inoue Donaire, c'est du légendaire. C'est du légendaire dans des petites catégories et tu ne peux que dire merci. Merci Inoue, merci Donaire. Voilà, Inoue, avec cela, conforte le fait qu'il doit être considéré comme une méga star de son sport mondial. Je dirais que oui, il y a Canelo, il y a Eiji, il y a Inoue. Il doit être considéré comme tel. Et puis il y a Donaire, qui par là même assure une place définitive au Hall of Fame. Il en va de soi après un tel combat. Et après une telle carrière, 20 ans de carrière. 20 ans de carrière. Le mec nous sort un combat comme ça, fait face à Inoue après 20 ans de carrière. Merci monsieur. Merci monsieur Donaire. Voilà, combat de légende. Allez, on va passer. Ah bah tiens, si on repartait un peu en France, on oublie un peu ce petit pays. On s'en bat les couilles. Mais non, on s'en bat pas les couilles. Mais non, je joue la carte de la provoque, vous m'avez bien compris. Soirée importante en France, puisque pour le décorum est très important. Pour revenir à la boxe qui revient à Bercy, depuis que j'ai quitté la France, il y avait déjà plus de boxe à Bercy depuis longtemps. Alors c'était comme un grand retour. C'était un grand retour qui a fonctionné. Ça a été un succès, ça a été une belle soirée. Bravo. Voilà, c'est tout ce qu'on attendait. Merci pour la boxe. Mais pourquoi je mettais ce petit coup de provoque, c'est que cette belle soirée boxe a eu un retentissement qui malheureusement n'a pas dépassé les frontières. Et c'est un problème pour un gars, Michel Soro. Michel Soro a le pédigré mondial. Michel Soro doit faire partie de l'équation chez les super welter en termes d'élite. On est d'accord là-dessus. Et malheureusement, cette domination totale qu'il a eue sur Vitu, ça ne peut pas lui permettre d'être une rampe de lancement pour sa carrière internationale. Puisque si tu veux chercher des titres mondiaux, malheureusement, la France ne te permet pas d'avoir un retentissement mondial. J'en suis le premier peiné, mais il faut le voir en face, il faut voir la situation en face pour essayer de la changer. Et je pense que nous devons devenir un pays d'exportation. Il y a beaucoup de boxeurs d'ailleurs qui n'ont jamais eu le support des médias, etc., qui l'ont bien compris et qui ont beaucoup voyagé. Il y a pas mal de boxeurs français ces 15 dernières années qui ont beaucoup voyagé. C'est en Allemagne, en Angleterre, en Europe, en Amérique. Michel Soro a eu une carrière américaine déjà. Il a plusieurs combats américains sur des bons réseaux, sur Showtime notamment. Mais il faut, pour avoir sa chance, pour avoir son combat, il faut se faire connaître. Et malheureusement, les combats en France ne te permettent pas de te faire connaître au plus haut niveau, au niveau médiatique. Bien sûr, dans les rankings, dans les classements, tu vas monter dans les classements, ça va se faire. Mais les classements, ça vaut que pour le tiers-monde de la boxe. La boxe au plus haut niveau, c'est de la politique, c'est
de la politique médiatique, et c'est ton nom vaut plus que ton classement. Ta renommée vaut plus que ton classement. Il faut savoir avoir un nom vendeur. Et pour créer un nom vendeur, il faut se faire connaître. Et pour se faire connaître, il faut que Michel Soro reparte boxer, et d'autres qui ont des prétentions mondiales, partent un peu boxer aux États-Unis ou en Angleterre. C'est une condition sine qua non qui font qu'ils reviendront maîtres dans leur pays, qui reviendront avec un statut, et que les Américains, notamment, enfin plutôt les anglophones, se retourneront vers la France avec autre chose que de la condescendance. Voilà ce que m'a inspiré cette soirée, qui est une soirée réussie sur plein d'autres plans, comprenez-moi bien, mais ça c'est la réflexion du Captain sur ce constat non pas du niveau mondial, mais du poids médiatique de la boxe française. Le poids, on est des poids mouches contre des poids lourds. Et donc, pour changer la donne, il faut créer des stratégies différentes, il faut savoir s'exporter pour mieux pouvoir revenir, et pour revenir en apportant des noms avec nous. Voilà, mais belle soirée, et bravo Michel Soro d'avoir montré que le sérieux et la constance sont les clés souvent d'une victoire face à des rivaux nationaux. Merci à toi Michel Soro, tu nous as fait plaisir. Je vous dis, on fait une vidéo fleuve parce que 2019 nous impose de faire une vidéo fleuve. Bomb Squad, j'adore faire ça. Le retour de Deontay contre Ortiz, la revanche contre Ortiz, le combat en 2018 avait marqué les esprits. C'est le retour des casuals aussi. Voilà, Deontay. Et ça, c'est un bon signe. Les casus sont de retour pour ce combat. Alors ce combat, j'en ai fait un débrief. Ça a été mon 3e pétage de plomb de l'année. Allez voir, et c'est un débrief qui a plutôt bien marché, qui est assez court pour le Captain. Donc, si vous n'avez pas vu, allez kiffer, je ne vais pas me répéter, mais simplement, Deontay Wilder a le punch avec lui, et il faut le dire, il l'amène de mieux en mieux. Voilà. Il amène son arme fatale. La sulfateuse. Il l'amène de mieux en mieux. Donc voilà. Ortiz, est-ce que... Alors c'est peut-être mon esprit un petit peu mauvaise langue, mais est-ce que Ortiz est monté pour véritablement gagner ou pour faire bonne impression? Je sais plus. Je sais plus sur le cas Ortiz. Je ne sais pas exactement. Mais quoi qu'il en soit, le KO il se le prend. Il se le mange, il n'y a rien à dire. Voilà. Mais donc, c'est le retour des casus. Ce qui est bon signe, ce qui veut dire que les casus continuent à s'intéresser à la boxe, et ce qui veut dire que le nom Wilder a dépassé les frontières du microcosme des fans hardcore. Il a passé cette frontière. Ils sont très rares. Les mecs là, les casuals de base, ils parlent de quoi? Ils te parlent de AJ. Après, ils commencent à bluffer avec Mike Tyson parce qu'ils connaissent pas. Ils connaissent très très mal la carrière de Tyson. Puis après, ça va sur Mohamed Ali. Hein. Mais Anthony Joshua avait réussi depuis son combat contre Vladimir Klitschko. Il avait définitivement cassé ce plafond de verre et il était connu de tous. Wilder prend le même chemin. Wilder commence à être connu de tous les amateurs de sport ou tous les commentateurs de sport, ce qui est différent. Alors on a eu du casu encore plein, mais il y en a qui ont été assez impressionnants. Alors est-ce que le casual est là pour rester? Est-ce que maintenant, 2019 est l'année où ils vont plus nous laisser tranquilles et qu'on va devoir se les taper? Il y a vraiment de la grosse technique. Après, peut-être qu'il est vraiment Bah moins oui.
Et quand je lis la presse le lendemain, j'ai l'impression aussi que les gens sont plutôt unanimes pour dire que... Ah, tu lis la presse. 34 ans, il me semble que c'est 34 ans, j'ai 31, 34, bref. Je vérifie. C'était un boxeur cubain de 40 ans, donc, mais très lourd et qu'encaisse. Le problème, c'est qu'encaisser, c'est bien, mais trop, c'est... J'en peux plus. J'en peux plus. Je veux quitter cette ville, je deviens fou moi ici. Excusez-moi, c'est juste que dans le chat, tu vois, on lit des fois, ah, vous racontez n'importe quoi. Ah, merci le chat. Donc, plutôt que de nous dire, ouais, on raconte n'importe quoi, n'hésitez pas à argumenter pour qu'on puisse en débattre. On est là pour ça, on n'a pas la sainte parole. Tu peux faire ton job aussi. T'as qu'à me laisser ta place à ce moment-là. C'est quoi ce bordel? Putain. Bon, bref, conclusion. Putain, mais ta gueule! Mais tu peux pas fermer ta gueule, putain! Mais c'est pas vrai! Bon, allez. On reparle boxe, on reparle d'une soirée qui sera pas remémorée par les casus de base. Encore une carte de qualité. Les 3 derniers combats de cette carte sont super, notamment un combat chez les Super Welter, très important Super Welter, catégorie Michel Soro, entre Dixieria, le Brésilien, et Carlos Adames de la République Dominicaine qui a un nom dans la catégorie. Et pour une ceinture mondiale, c'est la ceinture WBO si je ne me trompe pas. Et là tu vois que le Brésilien gaucher, ce qu'il faut faire contre un boxeur physique qui va de l'avant, ce qu'il faut faire pour aller chercher un titre, dans quel recoin et dans quelle zone dangereuse il faut aller pour gagner un combat, gagner une ceinture, gagner un grand combat de boxe. Bref, ce que ne pouvait pas faire Cédric Vitu, le Brésilien lui l'a fait contre Carlos Adames, qui ressemble beaucoup en termes pugistiques à Michel Soro. C'était véritablement un effet miroir qui nous était proposé, et belle soirée boxe de qualité encore une fois. Bref, la fin d'année était centrée encore une fois sur une date. Cette date, c'est le 7 décembre. Le 7 décembre, la revanche, Joshua Ruiz 2 en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que, première chose, Joshua ne refait pas de combat aux États-Unis. Voilà, je pense qu'il joue un petit peu la sécurité pour revenir dans de meilleures conditions aux États-Unis, parce que ça a été un fiasco son premier combat. Il reprend directement Ruiz. Il aurait pu prendre un combat de retour tranquille pour se refaire, pour reprendre de la confiance. Il fait le choix de reprendre directement Ruiz. C'est à mettre à son crédit. Et un combat, je vais pas me répéter, mais qui est une déception comme rarement j'en ai vécu. Considère ça comme un divorce. Vous pouvez aller voir mon débrief, je pense qu'il a fait beaucoup de bruit, mon débrief. Je vais pas me répéter, mais si vous voulez voir un mec nous montrer son immaturité totale, son incompréhension du moment dans lequel il était, de l'histoire dans laquelle il était impliqué, de ce qu'il pouvait représenter auprès de nombreuses personnes, si vous voulez voir un fiasco, un manque de respect, un manque de professionnalisme, et surtout une immaturité qui était vomi sur l'écran, regardez Andy Ruiz ce soir-là. Andy Ruiz je le répète, a raté le train de l'histoire parce que tout simplement, il n'a pas compris. Je pense pas qu'il ait la capacité pour comprendre dans quoi il était impliqué, et en fait, il a pris à la légère quelque chose qu'il ne devait pas prendre à la légère. Il l'a pris plus que de l'embonpoint. Il s'est pas entraîné. Enfin, les rumeurs qu'on pensait être des fake news n'en étaient pas. Il a complètement merdé, et franchement, c'est pour tout ce qu'il aurait pu représenter et tout ce qu'il a
représenter le jour du 1er juin, il a tout cassé. Voir quelqu'un qui détruit la plus belle chose de sa vie, en direct. Voilà ce qui se passe. Alors de son côté, Joshua a été pro. Ça, on peut pas lui enlever. Il a été pro, il a été sérieux. Il s'est tenu à son game plan. Eh ben, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Safety first la plupart du temps, où on a bien vu à certains moments le peu que Ruiz a touché, on a bien vu que Joshua devait gérer une sorte de tourment intérieur, une sorte de, non pas de panique, mais d'inquiétude. On a quand même senti l'inquiétude chez Joshua quand il prenait quelques coups. Voilà, mais Joshua qui a dominé de façon... Alors, est-ce que ça sera est-ce que c'est une grande victoire? Certainement pas. Pour lui, oui. Dans un monde de réseaux sociaux où on peut te rabâcher des discours à l'infini, tu peux finir par faire croire aux gamins de 10 ans que c'est putain de légendaire ce que tu as fait. Mais non. Il a été beaucoup aidé par la connerie monstrueuse, astronomique, qui moi me fait déprimer, d'Andy Ruiz Jr. Voilà. Donc il a bien été aidé par ça. Retour des ceintures dans le giron de Joshua. Voilà. Et puis la belle histoire, le beau upset qui restera dans les annales. Le problème, c'est que la suite, la continuation de cette histoire est à mettre dans les chiottes à cause de la bêtise sans pareil d'Andy Ruiz Jr. Voilà. Alors il a pris son argent, mais croyez-moi que même lui n'est pas prêt de le revoir dans un ring. Je crois que c'est fini. C'est fini. Et c'est bien triste, c'est bien dommage. Il aurait pu représenter tellement de belles choses. Tellement de belles choses pour beaucoup de personnes. Qui lui ressemblent notamment. Mais non. Alors vaut mieux pas lui ressembler mentalement. Hein, c'est bien ça. Grosse déception et je lui en veux à mort et je lui en veux à vie. Voilà. Voilà pour la dernière grande date de l'année. Mais le retour de Terence Crawford qui prend des adversaires de beau calibre mais qui s'amuse parfois et se fait peur pour être encore plus terrible et terrifiant à la fois. On a eu l'avènement d'un prospect auquel je crois depuis longtemps, c'était Teofimo Lopez qui gagne une ceinture et qui est sur la route. Un gros combat 2020, on sait déjà qu'il y aura Lopez contre Lomachenko. Ça, à ne manquer sous aucun prétexte. Ça, c'était génial. En termes de déconvenus, en termes de mecs qui deviennent des énigmes mentales pour tout psychologue du sport, on a eu quand même Chavez contre Jacobs. Allez voir ce délitement total d'un homme incompréhensible. Hein, les ravages de la drogue, certainement. Voilà. Et dommage pour Jacobs. Voilà, dans une soirée où j'avais les accréditations. Mais bon, il s'est passé des choses dans ma vie, j'ai pas pu y aller. Heureusement que j'y suis pas allé parce que ça se finisse comme ça. Voilà. Et puis, dernière chose, la revanche. Harrison-Charlo, enfin, Charlo-Harrison 2. Ces mecs-là, très beau combat de boxe. Parce que, encore une fois, faut pas être un casu. Tony Harrison est un excellent boxeur. Excellent boxeur. C'est peut-être pas beau à voir, peut-être qu'il n'a pas l'élégance sur le ring, mais c'est un excellentissime boxeur. Et affronter Charlo, je pense que Charlo avait gagné le premier combat de justesse. C'était un combat très très serré. Ça peut aller des deux côtés comme on dit en anglais. Mais là, il a appris de ses erreurs, il a eu un meilleur game plan, il s'est tenu et ça nous a donné encore un beau combat. Et ces mecs-là s'affronteraient, ils pourraient s'affronter 10 fois, que ça ferait 10 combats serrés et qui se finiraient peut-être de façon différente, mais
en tout cas le combat serait serré. Donc c'était selon moi la dernière grande soirée boxe. Il y a encore une soirée qui va arriver, mais l'enregistrement se fait avant Gervonta Davis contre Gamboa et avant Badou Jack contre Jean Pascal. Donc on leur souhaite le meilleur. Et donc l'année 2019 est certainement, franchement, à bien y penser, peut-être la meilleure année boxe de la décennie 2010. J'en suis convaincu. Une année exceptionnelle de boxe, et puis une année qu'il faut dédier à malheureusement une autre victime du sport qui est partie à cause de ce sport. C'est, vous le voyez, Patrick Day. Patrick Day, ça m'a beaucoup choqué. Patrick Day n'aurait jamais pu être peut-être un champion du monde, mais Patrick Day avait une élégance, apparemment en dehors du ring, mais aussi sur le ring. Un boxeur très classieux, très beau à voir, avec des fondamentaux très propres, à montrer dans toutes les écoles de boxe. J'adorais le regarder. Il était souvent dans des sous-cartes de PBC. Je crois que je l'avais découvert en sous-carte de Spence contre Peterson, si je me souviens bien, ou Wilder contre Ortiz 1. Je l'avais vu aussi en sous-carte en top rank. Il avait affronté Carlos Adames. Ça avait été déjà très dur. Et là, dans un combat où malheureusement, encore une fois, trop de power shots, pleine puissance, encaissée, combat qui dure trop longtemps, et Patrick qui malheureusement va succomber au coup subi dans le combat. Donc Patrick Day, on lui dédie cette émission, bien sûr. Moi, je lui dédie cette émission. Beaucoup de podcasteurs américains j'espère vont le faire aussi. Mais voilà, n'oubliez jamais la boxe. La boxe, on ne joue pas à la boxe, et ces mecs, tous ces mecs qui sont montés sur le ring, même Andy Ruiz pour son deuxième combat, mérite notre respect. Voilà, mais en tout cas 2019 est une année exceptionnelle. J'espère qu'on aura fait, vous aurez fait le meilleur débrief possible de faire d'une année tellement chargée en qualité qu'il en devient impossible de la résumer, tout simplement. Maintenant, laissez-moi vous souhaiter une très belle fin d'année, une bonne année 2020. Attention sur les chroniques du Capitaine Crochet. 2020, ça va péter sa maman. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Croyez-moi, mes pirates, vous avez vu, nouveaux décors, nouvelles ambitions, nouveaux voyages box qui vont arriver. 2020, accrochez-vous. Alors tu t'abonnes. Il y a la page Tipeee qui existe si tu as envie de supporter ton Captain. Je te remercie d'avance. Et puis moi je te dis, on se voit en 2020 pour de nouvelles aventures. Ciao mes pirates et bonne année à tous. Bye. Casual, 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 casual. Vraiment des belles. Casual, 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 casual. Vraiment des belles.